défense souhaiterait présenter un certain nombre d'observations sur la procédure qui a été suivie depuis la confirmation des charges. Au préalable, il est important de rappeler que la procédure n'est pas simplement une série de règles techniques et ésotériques qui viseraient à détourner l'attention de l'essentiel qui serait la discussion du fond de l'affaire. La procédure est au contraire la façon dont se réalise l'ambition de la justice pénale internationale de juger des personnes dans le respect le plus strict de leurs droits fondamentaux. Un procès équitable passe nécessairement par une procédure équitable qui permet à l'accusé de faire valoir son droit de se défendre dans les meilleures conditions, conséquence de la présomption d'innocence. En ce sens, le respect des droits du président Gbagbo n'est ni une option, ni une courtoisie. C'est une exigence non négociable dont dépend la légitimité de la justice pénale internationale. Cela étant posé, la défense va brièvement aborder 3 points. Le rôle de la représentante légale des victimes, le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense, et les obligations du procureur en matière d'enquête. Concernant le rôle de la représentante légale, si le statut de Rome permet pour la première fois aux victimes de ne pas être exclues des instances judiciaires internationales, leur participation n'est pas sans limite et doit se faire dans le respect des droits de la défense. Surtout, les victimes ne sont pas des parties à la procédure, mais des participants qui ne peuvent bénéficier des mêmes prérogatives que les parties, que sont la défense et l'accusation. Or, il convient de constater que la représentante légale a acquis dans la présente procédure une place qui est assimilable à celle d'une partie. À titre d'exemple, le juge unique dans la présente affaire a posé comme principe que la représentante légale pouvait avoir accès par principe à l'intégralité du dossier de l'affaire, y compris les éléments confidentiels. Or, une telle décision se méprend sur la nature de la confidentialité. Les différences de classification concernant les documents ne s'expliquent que parce qu'existe une différence fondamentale entre les protagonistes au procès. D'un côté les parties, de l'autre des tiers participants. La Chambre a aboli cette distinction claire. Par exemple, désormais, lorsque la défense veut déposer un document non accessible à la représentante légale, elle est invitée à le faire de manière ex parte. Je répète, ex parte. C'est bien la preuve que la LRV est considérée comme une partie par la Chambre. De manière plus générale, selon la jurisprudence de cette Chambre sur la participation des victimes, et contrairement à l'esprit du statut, le simple fait de pouvoir participer est désormais considéré par les juges
comme un intérêt personnel des victimes, justifiant en retour la participation. On voit bien ici le problème et la circularité du raisonnement. C'est une présomption irréfragable de participation qui est créée, qui de décision en décision transforme la représentante légale en véritable partie à la procédure, avec un droit de participation quasi automatique. La conséquence est que la défense est désormais confrontée, à chaque étape, à deux procureurs, deux argumentations sur le droit. Et l'équilibre instauré par le statut entre les parties s'en trouve brisé. La défense note à cet égard les propos tenus par la représentante légale lors de la conférence de presse d'hier, qui sont particulièrement éclairants. Elle indiquait partager le même objectif que le procureur de voir les accusés condamnés. Or, si la représentante légale est attachée à la justice, elle doit être attachée au respect de la présomption d'innocence, qui implique que les accusés soient naturellement acquittés si le procureur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de charge de la preuve. C'est cela, un véritable attachement à la justice, et non que les accusés soient condamnés coûte que coûte, parce que la représentante légale le souhaiterait. Dans ce cas-là, à quoi bon tenir un procès ? J'aborde à présent mon deuxième point, celui du temps nécessaire à la préparation de la défense. Droit consacré par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et reconnu par le statut de Rome. Le respect de ce droit est indispensable au respect du caractère équitable du procès. Il convient de noter que ce temps et ses facilités ne peuvent être appréhendés de manière théorique, mais toujours in concreto, en fonction de la complexité de l'affaire, des difficultés sur le terrain et des moyens humains dont dispose la défense. Autrement dit, le calcul de ce temps doit être fondé sur des éléments concrets et clairs, sous peine que l'exercice de ce droit soit illusoire. C'est ce qu'a rappelé à plusieurs reprises la Cour européenne des droits de l'homme, et je cite, « Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut spécialement pour ceux de la défense, eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans une société démocratique. » Dans cet esprit, la défense a déposé à plusieurs reprises des soumissions exposant de manière claire et détaillée le temps dont elle devrait disposer en vue de la préparation du procès, en fonction notamment de la complexité de l'affaire et de ses moyens. Il est utile de rappeler que le présent dossier est le plus important et le plus complexe qu'aura à juger la CPI jusque-là.
Par exemple, en ce qui concerne les éléments de preuve, dans la présente affaire, les parties ont divulgué environ 12 000 pièces. « 12 000 pièces, dont plus de 10 000 pour le procureur, ce qui équivaut à plus de 70 000 pages de documents et 470 heures de vidéos. Les témoins, ensuite. Dans cette affaire, le nombre de témoins que le procureur compte appeler est sans commune mesure avec les autres affaires. En effet, les 138 témoins du procureur équivalent pratiquement à la somme des témoins appelés dans les affaires Lubanga, Katanga et Chui, Bemba et Ruto et Samb. Au final, sans jamais se prononcer sur les calculs présentés par la défense, la Chambre a fait une estimation globale, considérant que la défense devait bénéficier d'un temps de préparation de 6 mois, entre la fin de la divulgation de sa preuve par le procureur et le début de la présentation de son cas. Elle a donc décidé que la divulgation de l'ensemble de sa preuve par le procureur devrait avoir lieu le 30 juin 2015 et que les premiers témoins seront entendus en juin 2016. Or, que s'est-il passé après le 30 juin 2015 ? Après le 30 juin 2015, il s'est passé que le procureur, qui a sciemment continué à enquêter jusqu'au dernier moment, n'a jamais eu l'intention de respecter la date du 30 juin et a déposé pas moins de 8 demandes de divulgation tardive, qui ont toutes été acceptées. Les éléments divulgués, 662 en tout. 662. Correspondent à 8552 pages. « 8500 pages. Et 5 heures de vidéo. Et sont, selon les dires du procureur lui-même, importants. Après le 30 juin 2015, il s'est passé que le procureur a obtenu l'addition d'un mode de responsabilité aux charges, par le biais de la norme 55. Un mode de responsabilité pourtant explicitement exclu dans la décision de confirmation des charges. Après le 30 juin 2015, il s'est passé que le procureur a déposé un mémoire préliminaire de 250 pages, censé présenter la façon dont il voit son cas et structurer la conduite du procès en anglais, alors que le bon sens et surtout le respect des droits de l'accusé aurait voulu que le mémoire existe dans la langue de l'accusé, c'est-à-dire le français, au moment du dépôt de sa preuve par le procureur, pour que l'accusé dispose réellement de 6 mois pour se préparer.